Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir et d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Maxime, merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine aujourd'hui. Salut Yael, merci de m'accueillir. J'aime beaucoup sur Aventure Humaine. On a avec Laura plusieurs projets, plusieurs métiers, plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir pour que tu nous parles d'une aventure que tu as cofondée qui s'appelle Panoply. On est ravis d'utiliser très prochainement sur l'aventure de Podcast Mania. On va en parler tout au long de cet échange. Tout d'abord, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans. Comme tu l'as dit, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Panoply avec un associé et ami qui s'appelle Adrien Salamon. On a fait nos études ensemble, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et très tôt, on a tous les deux voulu se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, sans vraiment trop savoir ce que c'était à l'époque, mais plus par curiosité. Et on a commencé, alors bon, ça remonte déjà à il y a 7 ans, hein, mais sur un projet associatif, donc pas encore vraiment entreprise dans le sens strict du terme, mais c'est ce qui a permis de tester un peu notre façon de travailler et puis voir si, en plus d'être amis, on pouvait être collègues et associés. Ce qui est on va y revenir. Ouais, ce qui est le rêve un peu de tout le monde. Je pense que tu vas faire des envieux, c'est sûr. Et avant d'attaquer sur du coup cette association, donc vous êtes rencontrés sur les bancs d'HEC ? Ouais, c'est ça, exactement. On était ensemble sur le campus d'HEC et en fait, on partageait même la même douche parce que le coloc. Voilà, ouais, c'est ça. Alors on appelle ça des co-douches là-bas. Ok. Donc on a chacun notre chambre et entre les deux chambres, la douche qu'on partage. Une salle d'eau. Voilà. D'accord. C'est assez marrant. Pourquoi avant est-ce que c'était un rêve, est-ce que c'était un but de faire HEC ? Alors ça a été rien de tout ça pour un peu casser les mythes. Vraiment, ça a été une suite un peu logique dans mon parcours. Voilà, sans trop savoir où j'allais ou ce que je voulais faire. J'ai suivi les conseils qu'on a pu me donner à l'époque, et donc je me suis engagé dans une prépa en gardant en fait un maximum de portes ouvertes. Et du coup, à la fin de ces 2 années de classe préparatoire, j'ai rejoint HEC, donc tant mieux si j'ai pu obtenir un résultat satisfaisant. C'était pas gagné, surtout après 2 années de prépa où c'est pas les plus drôles, pas les plus drôles, mais et voilà. Et puis en fait, c'est vraiment une fois arrivé à HEC qu'on se rend compte que voilà. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. Le marché du travail, au sens très large, il fonctionne comme ça. Et où est-ce qu'on veut se positionner dans tout ça ? Et donc, assez naturellement, nous, je dis nous parce que on s'est rencontrés dès la première année avec Adrien, mais on a tout de suite voulu un peu créer notre propre truc, de pas
pas nécessairement suivre des cursus classiques. Et donc on a lancé cet asso qui n'existait pas à l'époque, dont on pourra parler effectivement, qui était notre première expérience entrepreneuriale, on peut le dire. Vous avez tous les deux fait la spécialité entreprendre? Alors figure-toi que non. Ah, je sais, non. et c'est un peu contradictoire parce qu'en fait on pensait faire la majeure entrepreneur et en fait c'est une majeure qui est alors pour pas la dégrader, hein, mais c'est une majeure qui est assez exigeante en termes de temps de présence et en termes de travail et d'investissement demandé par les étudiants. Et nous, en fait, à l'époque de ce master, on avait déjà créé, en tout cas, les statuts et les prémices de notre première boîte. Donc, on était quasiment à mi-temps sur la boîte en parallèle des études, ce qui fait que ça n'a pas été très bien perçu par le jury de la majeure entrepreneur parce que voilà, ils voulaient des étudiants qui étaient 100% dédiés à la majeure. Donc, assez paradoxalement, on n'a pas été pris en majeure entrepreneur alors qu'on était déjà des petits entrepreneurs. Ouais, sur le chemin. Mais et du coup, vous avez fait quoi? C'est pas plus mal parce qu'on a fait une majeure qui s'appelait à l'époque Management des nouvelles technologies, qui s'appelle aujourd'hui la majeure digitale, au sens plus large et plus moderne peut-être, et qui en fait traite de tous les sujets nouvelles techno, e-commerce, web, big data, intelligence artificielle et tout, donc tous ces termes un peu à la mode, mais qui en fait sont très proches de l'entrepreneuriat aujourd'hui parce que c'est très rare de se lancer dans un élevage de cochons ou un truc qui a rien à voir avec le web ou la techno, le digital aujourd'hui. Et encore même un élevage de cochons pour les vendre après, avoir un petit site, ça serait très sympa pour beaucoup d'agriculteurs. C'est sûr. Et d'éleveurs. Et au moment où tu démarres un peu plus HEC, cette idée d'entreprendre, elle est quand même là au fond de toi. Est-ce que tu as des exemples des parents ou de la famille qui entreprend pour un petit peu avoir ce virus? Ouais, alors c'est marrant parce que j'avais pas vraiment de modèle, c'est vrai, à l'époque, ni familial, ni idéologique au sens un peu plus large. Je m'y suis retrouvé un peu par opportunité. C'est en fait en essayant que j'y ai pris goût. Donc vraiment la première expérience entrepreneuriale, c'était la création de cette association. Qui représentait en fait un projet qu'on lance de toutes pièces, donc à partir de rien, zéro, ouais. De zéro. Ouais. Et en fait, j'ai compris que c'était une forme d'entrepreneuriat. Et quand il s'agissait du coup de se projeter un peu après les études et de dire qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier pour gagner ta vie ou en tout cas pour t'accomplir dans ce que tu penses être un projet intéressant, j'avais envie de repartir sur cette idée de créer à partir de rien, de zéro, et pas de rejoindre quelque chose qui était déjà établi. Donc c'est comme ça que la petite fibre entrepreneuriale est née, juste plutôt sur cette volonté de construire quelque chose à partir d'une page blanche, mais sans savoir vraiment ce qui m'attendait ou quelles étaient les bonnes façons de faire ou qui l'avait bien fait. Donc c'était un peu hésitant au début. Et donc ce premier essai, donc une asso avec Adrien, c'était quel était le but ou la vision au début? Ouais, alors en fait tous les deux quand on est arrivé à HEC, on voulait travailler dans le cinéma, donc c'était très très vague comme projet, mais on était tous les deux passionnés de ciné, de culture un peu au sens large, et on trouvait rien à HEC qui nous correspondait en termes d'association, de projets associatifs, parce qu'en fait sur le campus d'HEC, je dirais 2/3 de ton temps tu le passes à développer des assos ou en tout cas t'impliquer dans des projets associatifs parce que c'est comme ça aussi que tu apprends le travail d'équipe. Donc c'est une bonne façon aussi d'apprendre. On t'incite énormément à créer et à travailler en équipe. Ouais, complètement. Et donc chacun trouve un peu l'association qui lui correspond. Et nous, on n'avait pas d'asso qui matchait avec cette envie d'explorer le cinéma.
Donc on a créé une association qui s'appelle Junior Production, qui est tel que son nom l'indique, une petite boîte de prod dont l'objectif était en fait de sortir des sentiers battus, enfin en tout cas de sortir du périmètre du campus, parce que souvent les associations elles sont intra-étudiants de la même école. Ouais. Donc on n'avait pas spécialement envie de monter des projets juste entre étudiants d'HEC, et donc on a créé cet asso pour en fait venir compléter des compétences qu'on pouvait trouver dans des écoles plus spécialisées, comme des écoles de musique, des écoles de cinéma, des écoles de théâtre, et essayer d'apporter, nous, notre expertise, on n'avait pas vraiment d'expertise à l'époque, mais en tout cas nos quelques Votre notions passion. De management, de gestion de projet, peut-être un peu de compta aussi, ou de finance pour gérer des fonds ou des choses comme ça. Et donc voilà, le pitch était là, de se dire comment Junior Prod peut accompagner des étudiants créatifs à monter des projets de A à Z. Et donc en fait, de fil en aiguille, on a d'abord alors commencé par le plus simple entre guillemets, qui est le milieu de la musique, parce que c'est un milieu où il existait déjà beaucoup de choses à l'époque. Donc on est allé à la rencontre d'étudiants qui étaient en école de musique et qui cherchaient à se produire sur scène, du coup. Et donc, on a trouvé des espaces pour organiser des concerts. Donc, tu négocies avec le bailleur, tu négocies aussi les conditions en termes de seuil. Les cachets. Voilà. Combien les jauges. Ouais. C'est ça. Et les cautions, les choses comme ça. Donc là, tu commences à flipper, tu fais des chèques. Et donc ça nous a permis de nous tester un peu sur des premiers projets qui étaient a priori assez abordables, assez accessibles pour nous. Donc on a organisé comme ça quelques concerts avec quelques groupes de musique. Et en fait, parce que vous faisiez déjà, vous étiez musicien ou? Alors non, pas du tout. Vous aviez déjà cette problématique? Non, ok. Aucun de nous deux étions musiciens, mais par contre, la musique, comme je le disais, faisait partie de ce milieu culturel qui nous intéressait, que ce soit le cinéma, la musique, les arts au sens large. Mais ça nous semblait être le milieu le plus accessible, sans forcément connaître des gens, des choses comme ça. Et pourquoi avoir lancé une association plutôt qu'une entreprise? Alors c'est une bonne question, c'est vrai. Je pense qu'on n'avait pas la maturité à l'époque pour se dire voilà, on sort de prépa, on a 20 ans, on va lancer notre boîte, alors qu'on n'a aucune notion de commerce ou de gestion. Donc on a, je pense, opté pour la voie de la facilité, mais qui en même temps était la plus naturelle à l'époque. Et en fait, une association, c'est une entreprise. C'est une entreprise, ouais, voilà. Qui à la fin doit se débrouiller pour ne pas avoir de résultats, mais exactement. Mais c'est pareil presque. Ouais. Et en fait, on est passé par les mêmes démarches de création, de dépôt des statuts, de dépôt de la marque. Enfin, il y a un peu les mêmes modalités juridiques et administratives que la création d'une entreprise, mais bon, ça allait un peu plus de soi. Puis c'était peut-être moins engageant aussi de se dire on crée une asso, bon bah si elle fonctionne pas, on devra rien à personne. Donc voilà. Ok. Et donc donc vous créez, vous faites tout l'administratif. Donc vous créez Junior Prod pour comment vous adressez les premiers prospects, comment vous les accompagnez et on va dire qu'est-ce que vous réalisez vraiment. Est-ce que tu peux nous partager des exemples? Ouais. En fait, nous on a assez rapidement constitué un premier bureau à l'association. Donc parce qu'une asso elle fonctionne avec un bureau, donc il y a quand même des membres. On ne voulait pas faire ça que à deux. Donc l'objectif c'était de rassembler des fans un peu comme nous, enfin des amateurs en tout cas des arts au sens large. Et donc on était une dizaine au début, avec chacun un peu notre spécialité. Qui venait pas forcément d'HEC. Alors si pour le coup Si. L'association était vraiment basée à HEC avec des étudiants HEC, mais avec toujours le même objectif d'aller voir ailleurs.
Et donc, on a commencé à contacter vraiment par le réseau, par les connaissances. On a tous un ami artiste ou un ami musicien qui joue chez lui et qui aimerait bien se produire dans un bar à Paris. Enfin, voilà. Donc, ça a commencé vraiment comme ça, sans prétention, sur des petites salles, des petites fréquentations. Et en fait, l'objectif, c'était d'un événement à l'autre, d'essayer de dégager un petit bénéfice qu'on pourrait réinvestir ensuite sur l'événement suivant. Pour essayer de voir un peu plus gros à chaque fois. Et donc la musique a permis ça assez rapidement. Et ça nous a ensuite permis de nous lancer dans la coproduction d'un court-métrage avec des étudiants de Louis Lumière, donc qui eux étaient donc plus du tout sur la partie musique, mais la partie cinéma. Super. Et donc d'aller du coup toucher un autre milieu, mais toujours avec ce même objectif de mettre en commun des compétences et d'essayer d'aller chercher des synergies entre eux et nous. Et notre projet, à mon sens, qui était le plus porteur et dont on est le plus fier, c'était en fait notre dernier projet avant de passer le témoin au suivant, qui était en fait une vente aux enchères à Drouot d'étudiants des Beaux-Arts de Paris. Et en fait, la particularité de cette vente aux enchères, alors d'une part, elle était caritative, donc le bénéfice de la vente était reversé à une association. Et en plus de ça, cette vente était concomitante au lancement de Drouot Live, qui était la plateforme d'enchères en ligne que venait de lancer Drouot à l'époque. Donc c'était l'art en ligne, c'était encore très balbutiant, et c'est d'ailleurs ce qui nous a mis sur la piste après. Comment vous avez fait ce deal avec Drouot ? Alors là, on a eu de la chance parce que un de nos amis de promo, le papa d'un de nos amis de promo est commissaire-priseur à Drouot. D'accord. Donc on a pu le rencontrer. C'est là qu'il nous a dit que voilà, ils étaient en préparation sur ce projet. Et nous, en fait, on avait envie d'aller nous intéresser à cette dimension en ligne digitale qui était complètement. C'était votre major aussi. Ouais, en plus de ça, c'était votre major qu'on comptait faire. On l'avait pas encore commencé à l'époque, mais en tout cas on l'avait en vision. Et donc on a rassemblé 7 étudiants de l'école des Beaux-Arts. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour justement exploiter au mieux cette plateforme en ligne, on a voulu digitaliser la vente aux enchères au maximum. Et donc en fait, on a créé un film qui retraçait les coulisses de la création. Donc en fait, chaque artiste devait prendre en photo ou en vidéo son œuvre à mesure qu'elle était en train de se créer. Ce qui fait qu'après, on a pu monter des mini-films où on voyait l'œuvre en train de se faire. Et plutôt que de dévoiler l'œuvre finale aux enchérisseurs, on montrait en fait un film, et c'était pendant ce film-là qu'ils pouvaient enchérir. Donc on était sur un concept totalement nouveau de la vente aux enchères, puisque en fait, à mesure qu'on découvrait l'œuvre, on pouvait enchérir dessus, sans forcément savoir ce qu'il allait en être in fine. Donc il y avait un peu ce côté mystérieux qui était intéressant, et puis on voyait des enchérisseurs qui d'un coup avaient envie d'acheter, et puis finalement en fait j'hésite. Il y avait un élan. Oui, voilà, ouais. Donc c'était assez marrant de voir les allers-retours de chacun parce que parfois une œuvre elle prend un virage qui a rien à voir avec le résultat final. Ouais. Donc on a pu en fait diffuser ces films sur la plateforme Drouot Live et évidemment sur place dans la salle d'enchères à Drouot. Et donc 6 œuvres sur 7 ont été vendues, donc super content aussi du résultat. Combien du coup vous avez récolté ? Alors on a récolté un peu plus de 12 000 euros en tout. Donc ça c'était vraiment pour des œuvres qui étaient encore d'étudiants, c'était quand même hyper satisfaisant. Ouais. Et voilà, et puis ça nous a. Et donc après, juste vous avez passé le flambeau. Donc l'association elle existe toujours ou en tout cas elle est restée à HEC et d'autres personnes l'ont
Ouais, c'est ça. Poursuivi. Exactement. Ok. C'est comme ça que fonctionnent les assos après à HEC. Il y a un passage, il y a une transmission. Donc, ouais, super. Ouais, non, on est content. On a fait ça pendant 1 an et demi, donc le temps de la créer, de monter les projets, et puis ensuite de se lancer dans la majeure, qui est, pour le coup, on n'a plus le temps de bosser sur des projets associatifs. Donc HEC permet vraiment plein de choses. Elle permet aussi quand même d'avoir un bon réseau solide, parce que là, du coup, le père de cet ami vous a mis quand même sur la voie. Et on va le voir juste après pour la suite de l'aventure qui va faire le pont entre donc Junior Prod et Panoply. Qu'est-ce que ça amène en termes de réflexion, qu'est-ce que ça vous apporte là, donc cette première étape? Alors en fait, on découvre que l'art en ligne est complètement inexploré à l'époque. Autant justement les différents versants de la culture et des arts existent assez largement sur Internet, que ce soit la musique avec les plateformes de streaming, ou la vidéo et le court-métrage, voire le long-métrage avec YouTube et autres. Mais c'est vrai que les arts plastiques sont encore très peu diffusés sur Internet. Et bon, il y a évidemment des raisons à ça, c'est que c'est plus compliqué d'appréhender une œuvre d'art à partir d'un écran. Et puis, il y a une certaine valeur aussi derrière une œuvre d'art qui est compliquée à vendre sur un média comme Internet. Quand on sait que les paniers moyens à l'époque en e-commerce sont pas très élevés ou dépassent rarement quelques centaines d'euros. Donc, on est face à ce constat à la fin de notre expérience avec Junior Prod. Et on se dit, bon, bah voilà, on a 1 an là devant nous, parce qu'en fait, HEC nous propose de faire une césure qui nous permet en fait de faire une coupure entre les études et de s'investir sur un projet quel qu'il soit. On a 1 an devant nous. Est-ce que ce serait pas le bon moment d'aller tester cette hypothèse et de dire pourquoi pas mettre en place une plateforme digitale, donc un site sur lequel seraient disponibles des œuvres d'art, d'une part pour créer de l'exposition pour les artistes, donc une nouvelle forme d'exposition en plus de la galerie physique, et d'autre part potentiellement vendre en ligne à des acheteurs qui seraient à l'autre bout du monde. On peut rêver. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a lancé notre premier projet entrepreneurial qui s'appelle Balibar, avec un T à la fin pour retrouver le mot art dedans. Qui était donc une plateforme, donc un site internet sur lequel sont présents des œuvres d'artistes vivants, donc illustrateurs, collagistes, graphistes, dessinateurs, peintres, photographes, et qui s'adresse à une communauté d'amateurs ou même en fait de personnes qui collectionneurs, pas trop, soit voilà, c'est ça, soit des collectionneurs, soit vraiment des amateurs qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui cherchent à introduire l'art chez eux de façon accessible et abordable, et pour changer aussi du poster Ikea de New York avec le taxi jaune que tout le monde a déjà vu une fois chez un ami. Ouais. Donc l'objectif c'était un peu de réinventer la décoration d'intérieur avec de l'art un peu original mais aussi accessible, et puis de démystifier le côté élitiste de l'art. En fait c'est quand même quelque chose qu'on a appris pendant notre expérience associative, c'est que les artistes, alors bon, il y en a certains, c'est des divas effectivement, mais la plupart restent des gens très accessibles, vraiment comme nous, et qui travaillent énormément tous les jours dans leur atelier et qui en fait n'ont pas forcément envie de vendre leurs travaux des milliers d'euros, mais parfois le marché de l'art fait que ça s'emballe, ça crée des bulles et voilà, et les prix sont parfois déconnectés, mais ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé quand même un accueil à notre pitch quand on est allé voir des artistes. Et juste avant de rentrer dans ce du coup de suivre le début de Balibar, est-ce que vous vous êtes posé un tout petit peu avec Adrien pour dire ok, l'assaut on a bien aimé, le duo fonctionne, là on a envie vraiment de poursuivre et de continuer, vraiment de
on va dire, de signer un pacte d'associés. Est-ce que vous avez eu ce moment où ça a été naturel en fait? Je pense que c'est un petit mélange des deux. C'est vrai que on avait tous les deux envie de poursuivre l'aventure. On voulait pas rester sur notre faim, de se dire bah voilà, on a fait notre expérience associative et maintenant on va tous les deux aller bosser en banque et c'est la fin de l'histoire. Donc on avait ce sentiment de mission pas tout à fait accomplie, inachevé. Inachevé. Après, comme tu dis, comment est-ce que concrètement on retranscrit ça? On n'a pas tout de suite fait un pacte. C'est vrai que ça nous paraissait un peu abstrait tout de suite de faire un pacte. Et puis on se disait même qu'on n'avait pas besoin d'en faire un. On faisait passer un peu l'amitié en premier et puis on se fait confiance. Si tu as envie d'y aller, moi aussi j'ai envie. Puis on verra à la fin de notre année de césure. C'est quand même une chance d'avoir cette année où en fait tout est possible. On n'a rien à perdre. On n'a pas de contraintes financières. On n'a rien à devoir à personne. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de c'est quand le meilleur moment pour entreprendre, qui est d'ailleurs une question, je pense, à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, mais nous, on avait quand même une situation qui était favorable. Et donc, tous les feux étaient verts. Ouais, complètement. Donc, on n'a pas signé le pacte tout de suite, mais on s'est quand même posé cette question de est-ce que t'es chaud? Est-ce que, ouais, alors, ok. Est-ce qu'on est sûr? Parce que on est arrivé à HEC peut-être avec des rêves de faire carrière, je sais pas où. Donc ça implique quand même de mettre un peu ça de côté ou en tout cas entre parenthèses pendant un an, pendant que peut-être d'autres creuseront leur chemin, leur trou. Ouais. Donc c'est vrai que c'était c'était une décision importante. Et donc Balibar donc est créé et donc vous allez pitcher. En premier, en fait, vous devez faire quoi en premier? Vous devez rassembler des artistes et leur demander s'ils sont d'accord que vous exposiez ou que vous soumettiez peut-être vous rendiez visible leur création, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça exactement. C'est un business du coup dual dans le sens où il y avait vraiment cette offre qu'il fallait créer et puis cette demande qu'il fallait trouver. Donc on était un peu entre les deux en train de se dire effectivement on va peut-être aller voir des artistes pour commencer à constituer un catalogue, mais en même temps les artistes ils s'attendent à ce qu'on ait un trafic sur notre site, sinon ça n'a pas grand intérêt de venir présenter leurs œuvres. Donc, il faut faire les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a trouvé... faire croire à l'un que c'est ok pour l'autre. Ouais. Au début, t'es obligé de jouer un peu de tes charmes pour, essayer d'embarquer un maximum de gens sur un pitch, une histoire, un storytelling, sans qu'il y ait de véritable concrétisation tout de suite. Mais on a eu cette idée, je pense, qui était pertinente à ce moment-là en tout cas de commencer par une communauté. Alors à l'époque c'était beaucoup Facebook, donc on a créé une page Facebook. Aujourd'hui on ferait sûrement ça sur Insta ou autre. Ou TikTok. Voilà. Mais on a commencé à créer cette page Facebook sur laquelle en fait on a créé une ligne éditoriale. Donc on mettait en avant tous les jours un artiste qui nous plaisait, parce qu'on avait quand même envie avec Adrien de mettre en avant une ligne éditoriale qui était la nôtre, pas juste promouvoir ce qui marche. Et donc tous les jours on mettait en avant l'artiste en le mentionnant, ce qui fait qu'on a commencé à avoir une petite communauté sur la page de gens qui suivaient, mais sans réel intérêt d'achat en fait, juste pour consommer de l'image, quoi. Oui. Et donc ça nous a permis assez vite de contacter les artistes en disant voilà, on est la communauté Balibar sur Facebook, on envisage de convertir notre communauté en une plateforme de vente, est-ce que ça vous intéresse? Et là tout de suite c'était beaucoup plus parlant pour l'artiste parce qu'il voyait qu'on avait 15 000 fans sur la page, donc il s'imagine qu'il y a du potentiel en termes d'achat derrière. Donc tout d'abord vous êtes concentré encore une fois sur la communauté. Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc qui revient. Ça revient dans beaucoup d'aventures, dans beaucoup de projets. C'est vraiment très, très important au début. Oui.
Et ce qui est bien après, c'est que, enfin, la question tricky à laquelle on s'attendait pas forcément, c'est en fait des artistes qui nous demandent ah oui, alors ça m'intéresse. Enfin, en tout cas, le fait d'exposer en ligne et de vendre en ligne m'intéresse. Par contre, à côté de qui je serai. Et donc, c'est vrai que bah, nous, on a peut-être notre fibre et ce qu'on aime moins, etc. Donc, on peut essayer de transmettre ça quand on va démarcher un artiste, de dire bon bah on t'envoie un mood board avec ce qu'on imagine en termes de type d'œuvre ou type d'artiste. Mais ça arrivait très fréquemment qu'un artiste qu'on pensait être en parfaite adéquation avec notre vision nous réponde ah bah non, en fait, moi ces gars-là, je les aime pas, ou en tout cas, j'ai pas du tout envie d'être mis en avant à côté d'eux. Ou alors, carrément, parfois, je suis déjà maqué avec une galerie. Ah oui. Et donc, je peux pas. Et donc, comment vous arrivez à modifier du coup ce problème? Vous aviez trouvé une solution? Alors en fait, on a commencé par les artistes qui ont accepté, qui ont été donc une dizaine, puis rapidement une trentaine. Quand on a atteint, je dirais, une cinquantaine d'artistes partants, en fait, on a mis en place un système de recommandation où pour le coup là on était sûr que les artistes qui allaient nous rejoindre allaient apprécier les œuvres présentes, puisqu'ils venaient de la part d'artistes. En combien de temps vous avez eu cette cinquantaine là de ce noyau dur? Ouais, je pense que en un mois on a travaillé le pitch, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, on a fait jouer le réseau comme tu disais pour essayer de voir quelles étaient les best practices quand on se lance sur un projet et tout. Donc, avant même d'aller contacter des artistes, on a d'abord passé notre temps à rencontrer des gens sur un mois assez dense où on avait 2 à 3 rendez-vous par jour. Et après, en 3 mois, donc en fait, on a commencé en septembre et à Noël, on avait notre premier pool de 50 artistes. Ce qui fait qu'après, à partir de janvier, on a pu lancer la bêta de la plateforme, du site, avec un certain nombre d'œuvres. Une dizaine d'œuvres par artiste en moyenne, ce qui fait qu'on avait un site qui commençait à avoir un peu de contenu. Ah ouais, il y avait 10 œuvres, ok. 50 artistes, c'est bon, il y avait de la page, il y avait du contenu, quoi. Voilà, il y avait de quoi intéresser Google. Ok. Et donc ça nous a permis de lancer, et puis après on a fait grossir la communauté justement avec ce système de parrainage, ou en tout cas de recommandation, où chaque artiste nous suggérait des artistes qu'ils aimaient bien. Donc là, on a le premier côté. Ok, vous avez des choses à vendre. Ouais. Comment vous avez réussi à communiquer et à les vendre? Yes. Alors, un truc que j'ai pas mentionné, c'est que avant de lancer le site, on a, en parallèle de la recherche d'artistes et tout, on a lancé une campagne de crowdfunding. Ah, super. Qui à l'époque était sur My Major Company, tiens-toi bien. Ah oui. Et oui, bien sûr. Voilà, qu'on connaissait bien parce que on gravitait un peu autour du milieu de la musique, du cinéma et tout. Et puis My Major avait un angle très culturel, et toujours d'ailleurs, il me semble. Donc, et puis je pense même qu'à l'époque, les nouvelles plateformes existaient moins. Enfin, c'était un des premiers en France. Et donc on a lancé ce Kickstarter, le lapsus. Le quiproquo. On a lancé cette campagne. C'est My Major. pour voir en fait s'il y avait un réel intérêt d'acheter de l'art en ligne, parce que en fait les contreparties des dons étaient donc des affiches ou des posters ou des cartes postales ou même parfois des œuvres originales encadrées. Donc ça a permis en fait de voir l'appétence des consommateurs d'acheter de l'art en ligne. Donc on a prouvé ça en complétant la campagne. Ça nous a permis aussi de dégager 5 000 € pour développer le site. Ouais. Le premier site. C'est vous qui vous en êtes chargé? Non, on a bossé avec un freelance à l'époque. Ok. Parce qu'on n'avait aucune compétence web tous les deux. Et, très bien. Et donc, on avait du coup cette première communauté de potentiels acheteurs grâce à cette campagne sur My Major. Donc, au lancement du site. Plus les fans Facebook. Voilà. La newsletter de My Major, les fans Facebook. Et puis après, un peu de SEO. Et puis, évidemment, toutes les communautés des artistes.
Donc ça, c'était quand même assez puissant aussi parce que du coup, chaque artiste annonce sa présence sur Balibar dans le cadre du lancement. Donc on a fait jouer un peu l'effet de réseau, un peu comme avec Podcast Mania où vous êtes une communauté et chacun apporte sa communauté aussi à l'ensemble du réseau. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a lancé. En tout cas, je pense que si je résume, vous avez fait, à mon avis, 3 choses essentielles. Vous êtes d'abord absolument pas isolé. Vous avez été voir du monde et beaucoup de monde, presque de manière intensive au début, pour prendre leur expérience et leurs conseils. Vous êtes concentré sur la communauté. Ça, c'est vraiment top. Et puis, vous avez fonctionné sur les effets de levier disponibles autour de vous et à la période actuelle, au moment du lancement. C'était Facebook, c'était My Major, c'était crowdfunding. Donc, vraiment, bien, en moins de 6 mois, vous avez vraiment fait du taf, quoi. Et donc, vous lancez online le site. Et donc les premières personnes achètent, ça marche? Alors au début, en fait, je pense que ça c'est un peu le cas dans beaucoup de projets. T'as les différents cercles qui interviennent. Donc t'as ton premier cercle qui est ton premier soutien, donc le cercle amical et familial. Donc là, tu as les premières commandes, super content et tout. Alors, tu sais très bien que les avis ne sont pas du tout objectifs, donc tu peux pas vraiment te faire une idée sur Tu peux pas itérer dessus, c'est sûr. Tu sais pas si ton service est vraiment de qualité ou pas, si l'UX du site est bien pensé, s'il est ergonomique. T'as que des c'est génial. Donc bon. Mais bon, ça motive parce que quand même, comme tu l'as dit, ça fait 6 mois que tu bosses sur ton truc. T'es quand même content d'avoir un peu d'encouragement à ce moment-là. Et en fait, après, l'enjeu, c'est d'aller chercher le second cercle. Donc, nos amis qui en parlent à leurs amis qu'on connaît pas, ou en tout cas leurs proches, et de la même manière avec la famille. Donc, nous, on a fait un truc assez bête. En fait, on a pris, Adrien et moi, on a pris une liste de 100 noms chacun, d'amis ou de parents ou de proches, à qui on a écrit un mail perso, vraiment, à chacun, en leur demandant de nous recommander à 3 personnes qui seraient susceptibles de vouloir acheter de l'art pour décorer leur appartement. Alors, petit rectificatif, ce n'est pas du tout un truc bête. Au contraire, c'est intelligent. Mais en fait, nous, c'est vrai que ça nous paraissait un peu... ça demande beaucoup de temps. Ouais. Mais ça paraissait pas révolutionnaire, tu vois. On se disait pas, on est en train de faire un truc de ouf, de gros hacking, je sais pas quoi. Et en fait, ça a été un des trucs les plus performants qu'on ait fait, puisque, évidemment, tu as quasiment 100% de taux de réponse sur une base aussi qualifiée. Et puis, là, tu as des effets exponentiels, puisque si chacun recommande à 3 personnes, ça va assez vite. Donc là, on a pu assez rapidement atteindre ce second cercle. Et ensuite, le troisième cercle, on est passé tout simplement par la newsletter d'HEC. Donc là, tu t'envoies tous les alumni, aux milliers d'alumni qui sont en plus potentiellement hyper, on va dire ciblés ou en tout cas qui ont cet attrait potentiellement, qui sont dans la cible. Ouais, Balibar, en plus. Ouais, c'est sûr. Et puis après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré l'incubateur d'HEC, qui est en fait une structure indépendante du cursus scolaire. Donc, t'es pas du tout obligé de passer par là quand tu fais tes études, mais par contre, c'est un incubateur qui soutient des projets si tu candidates. On a été retenu, donc ça c'était déjà une première victoire. Tu sais quand. Donc ça c'est au bout d'1 an à peu près. C'est en fait à la fin de cette première année de césure. Ouais, c'est même au milieu de l'année de césure, au moment du lancement quasiment du site. On est arrivé en fait au jury de l'incubateur. On avait une maquette du site, on avait les premiers artistes qui étaient chauds, on avait ce My Major qui était fait, etc. Et donc à ce niveau d'entrepreneuriat, tu es content de collecter des petites médailles en chocolat. Tu te dis bon bah voilà,
j'ai un premier label incubateur, c'est cool, ça veut dire que je suis pas en train de faire n'importe quoi. Et Bah oui. et mine de rien, Important. c'est vrai que c'est important d'aller se confronter à des jurys de façon assez régulière pour être sûr que tu es toujours on track, enfin en tout cas que tu n'es pas en train de dériver. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait de façon assez régulière dans les débuts, après un peu moins par la suite, mais t'as un peu moins de temps aussi. Et donc, tu te souviens, je sais pas, de la première œuvre vendue ou de l'œuvre la plus chère vendue grâce à Balibar, là, dans ses premiers temps? Alors, en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait standardisé un peu les modèles parce que, en plus de proposer aux artistes un site e-commerce, on s'occupait aussi de la production des tirages. Donc, on vendait très peu d'œuvres originales, on vendait beaucoup de reproductions, mais en édition limitée. Donc, on partait d'un visuel haute définition de l'œuvre de l'artiste. En fait, c'était beaucoup moins de logistique aussi parce que livrer des artistes... livrer des statues, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Récupérer les œuvres à Tokyo, à je sais pas où, et puis l'envoyer en Norvège. Enfin, c'était beaucoup trop complexe. Et puis même en termes. Comment vous aviez... Est-ce que ça c'était quand même dans le pitch du début ou en fait naturellement c'est les contraintes qui vous ont un petit peu dirigé sur cette voie et après du coup comment vous êtes entouré à mon avis il faut un très très bon imprimeur pour faire de belles œuvres, même reproduites. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, c'est malin ce que tu dis. C'est plus les contraintes, je pense, qui nous ont conduit à ça parce qu'on n'avait pas du tout pitché ça au début. On voulait plutôt vendre de l'art en ligne. Donc nous, dans notre petite conception, l'art c'était les œuvres originales. Après, on a compris que en fait l'art, ça peut être aussi de la reproduction tant qu'elle est limitée et signée par l'artiste. Et puis que en fait vendre de l'art en ligne ça impliquait beaucoup de contraintes logistiques en termes d'assurance aussi parce qu'en fait une toile si elle est pas cotée c'est juste une toile et puis de la peinture dessus quoi. Donc ça vaut aux yeux de l'assurance le prix de la toile et le prix de la peinture. Donc effectivement si tu perds la peinture si on perd l'original, si tu perds l'original t'es pas bien. Ouais. Donc en fait et donc vous avez donc on comprend que c'est à peu près les contraintes mais la recherche du partenaire imprimeur. Ouais, et en fait c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on pouvait faire de l'impression. Et donc on en a vu pas mal hein. On en a même vu un dans la forêt de Brocéliande en Bretagne là où il y a Merlin l'Enchanteur. Donc on a parcouru la France à la recherche du bon imprimeur qui, en fait, la grosse contrainte, c'était de trouver un imprimeur qui sache faire de l'impression à l'unité et pas en série. Parce que, voilà, nous, l'objectif, c'était d'imprimer que s'il y a des ventes. Et puis, qu'il soit aussi, qu'il ait la possibilité de se connecter à une sorte de serveur ou en tout cas un site sur lequel on pourrait s'échanger. Ouais, alors une API dans le meilleur des mondes. Alors aujourd'hui, c'est... on va dire que tout le monde parle et tout le monde sait comment ça peut marcher. Donc là, on était en 2013 ? On était, 2012 2013, c'est ça, 2013. Ouais, ok. Donc c'est sûr, c'était un petit peu moins développé. Ouais. Et donc vous l'avez trouvé où ? Et donc on l'a trouvé, alors on en a trouvé un premier qui était dans Paris, à côté de rue Saint-Maur, qui était en fait un labo photo, mais qui avait l'habitude de faire des grands tirages, des petits tirages, de la super qualité. On voulait tout de suite partir avec une très bonne qualité pour être sûr de ne pas décevoir. Et puis et en fait assez vite, on a atteint des volumes le max de ce qu'il pouvait faire, sachant qu'à l'époque on allait récupérer les tirages nous-mêmes à l'atelier, on les emballait, on les expédiait, ouais c'est ça. Donc on faisait toute la logistique. Ah bah ouais. Donc là t'es trop content parce que tu te dis ouais j'ai un modèle hyper rentable, j'ai pas de coûts. En fait les coûts ils vont vite apparaître, tu vas voir. Donc vous cherchez un deuxième partenaire. Ouais, qu'on a trouvé dans le 20e à côté de la Porte Dorée, qui était un peu plus gros, un peu mieux dimensionné, qui à l'époque faisait
les albums photos. Tu sais, tu pouvais imprimer tes albums photos en ligne. Tu mettais tes photos sur le site et puis il te composait un album et puis ensuite il te l'envoyait par voie postale. Donc lui, il avait déjà l'habitude de traiter des fichiers numériques et de les imprimer à la demande, entre guillemets. Donc ça nous a plu. Donc on a bossé ensemble pendant un peu plus de 2 ans. En fait, ça a été notre atelier principal jusqu'à l'explosion. Jusqu'à l'explosion. L'explosion, c'était vraiment la période de Noël où là, déjà lui, il était sous l'eau parce qu'il avait beaucoup plus de commandes. Et puis nous, on avait beaucoup plus de commandes que d'habitude. Ouais. Ce qui fait qu'on est allé bosser à l'atelier de nombreuses journées pour faire de l'encadrement, de la mise sous pli. C'est des souvenirs. Ça marque. Ah ouais. Non, ça marque, franchement. Mais je pense que il faut passer par là, quoi, parce que c'est ultra formateur de voir comment fonctionne la logistique et tout ce qui va, en fait, tout ce qui est dans les coulisses d'un site e-commerce. Aujourd'hui, ça paraît tellement simple de se faire livrer par Amazon Prime en moins de 12 heures. Et en fait, tu considères même pas normal d'être livré le lendemain, quoi. En plus, ouais. Donc en fait, ils ont mis une telle pression et des standards tellement élevés que on réalise plus tellement en fait tout ce qu'il y a derrière, alors qu'il y a beaucoup de manutention, de préparation, enfin de contrôle, tout ça. Ouais. Et en parallèle, du coup, sur cette période-là, vous embauchez? Alors vous recrutez? Non, on n'embauche pas. Alors, enfin, je dis non, mais on a quand même eu une stagiaire qui nous a fait, en fait, qui était développeur. Donc déjà, on était content d'embaucher une femme développeur. C'était assez rare à l'époque. Je me souviens même qu'elle était à Epitech et il y avait 7% de femmes dans sa promo. Donc, ça montrait bien que... Je pense que ça a un peu augmenté depuis quand même. Et en fait, elle nous a créé le module qu'utilisait l'atelier pour récupérer les commandes Balibar tous les jours et générer les fichiers d'impression pour qu'ensuite ce soit quasiment automatisé côté imprimante pour qu'il y ait le moins de main-d'œuvre possible. Donc ça, c'était franchement assez révolutionnaire. Un bond de géant. Ouais, pour nous en tout cas, c'était le jour et la nuit. Ok, et donc là, on arrive à peu près à 2015. Il y a une traction, il y a des commandes, donc vous en vivez? Alors, on se paye pas encore. C'est rentable? Ouais. Ouais, c'est une activité qui, de fait, était rentable parce que on avait un BFR négatif, on encaissait le montant des ventes et puis on payait en fin de mois à la fois l'atelier et à la fois les artistes. Donc, mais pas vous. Mais pas nous. Donc effectivement, on avait de la trésor, mais pas suffisamment pour se payer. On a préféré l'utiliser pour essayer d'investir un peu en marketing ou en publicité. Donc typiquement, un des premiers investissements qu'on a fait et qui a été, à mon sens, assez bon, je pense, contrairement à d'autres qu'on a fait qui étaient beaucoup moins bons, c'était d'investir dans une agence de RP. Parce qu'en fait, on était sur un peu une niche, un business très particulier, et donc on a trouvé une journaliste, enfin en tout cas une dame spécialisée, une attachée de presse, une attachée de presse spécialisée dans les relations presse qui avait en fait un réseau qui correspondait parfaitement à Balibar, qui était donc la presse d'intérieur, la presse de décoration, la presse d'architecture, la presse de bien vivre ou de bien-être. Donc toutes ces références là, en fait, on a pu quasiment tous les mois avoir un article dans ces références papier. Et puis en plus de ça, tous les blogs et tous les forums qui existaient à l'époque, on a pu aussi faire beaucoup de parutions en ligne et donc de liens vers notre site. Donc on a comme ça réussi à faire progresser notre SEO assez vite. Et donc je pense que c'était beaucoup plus pertinent que de dire on va investir des milliers sur Google pour être le premier lien quand tu tapes art pour chez soi ou je sais pas, qui était en fait très concurrentiel quand même déjà à l'époque. Parce que tu avais les Ikea, enfin les grandes enseignes, art.fr. Ouais. Votre stratégie était aussi beaucoup plus naturelle. On aime bien, entre guillemets, feuilleter les magazines et puis ça nous donne des idées et puis on va voir naturellement parce que se lever un matin et chercher ça sur Google, photographie ou reproduction de,
bon, il faut susciter un petit peu le besoin, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as tout à fait raison. La plupart de nos acheteurs étaient là par découverte, ou en tout cas pour s'inspirer, mais pas parce que ils avaient une démarche active d'achat. Donc, et d'ailleurs, on avait une stat intéressante à l'époque, c'est qu'il fallait 7 visites pour convertir un acheteur. Donc c'est un process qui était assez long. En plus, pour peu que ce soit l'homme ou le mari qui visite la première fois, il fallait que du coup la compagne voit à son tour, et inversement quand c'était dans l'autre sens. Ouais. Donc alors que tu achètes un tableau à 150 €, mais en fait vu qu'il va trôner dans ton salon, ça engage, c'est hyper engageant, quoi. T'es obligé. Ouais. Ah, c'est sûr. Ok, donc vous avancez. Est-ce qu'à un moment vous arrivez du coup à vous payer, à embaucher, à passer ce palier peut-être? Alors en fait, on a pu commencer à se payer au SMIC. Donc, t'es toujours dans ces situations, t'es toujours dans un dilemme entre qu'est-ce que je mets dans la boîte et qu'est-ce que je me paye pour moi, parce que tant que j'ai pas vraiment réussi à prouver le modèle, se payer c'est trop tôt, etc. Sauf que tu vois, on a commencé à avoir 24, 25 ans, il fallait un peu vivre aussi. Après, en plus, tu as des emprunts étudiants et tout. Enfin bref, donc on a réussi à se payer grâce à une première levée de fonds. Et je pense que malheureusement ou heureusement, je sais pas, les premières levées de fonds permettent aussi parfois de commencer aux fondateurs à se payer, de permettre aux fondateurs de se payer. Donc on a fait une première levée de fonds auprès de Business Angel qui croyaient au projet, donc qui n'étaient pas des institutionnels, qui étaient des particuliers, qui souhaitaient, qui croyaient en cette mission de démocratiser l'art et de le rendre accessible de par un site, pourquoi pas. Et puis en fait on a trouvé plein d'autres moyens après de le rendre accessible. On a fait des pop-up stores dans la rue, on a fait des expositions urbaines, sauvages. Donc pour répondre à ta question, on a pu se payer grâce à la levée de fonds je dirais aux alentours de 2015 environ. Vous levez combien de... Alors on lève 300 000 € auprès des Business Angels, couplé d'un prêt BPI qui était de 150 000 €. Donc c'est les prêts qui font effet de levier qui viennent accompagner une augmentation de capital à hauteur de 50% des fonds propres. Donc là, vous payez et surtout, vous mettez en place d'autres stratégies et vous recrutez à ce moment-là aussi ou... Ouais, c'était ça le deal? On était à l'époque dans une pépinière, la pépinière 27, pépinière d'entreprise rue du Chemin Vert, qui concentre une 60aine de startups, tous un peu au même stade. Donc il y a une super émulation, on partage énormément de choses parce qu'on passe tous par les mêmes problématiques. Donc c'était pour le coup hyper vertueux comme écosystème. Et donc on recrute parce qu'on avait un peu de place. Alors on avait au maximum on était 8 je crois à l'époque, dont peut-être 2 ou 3 stagiaires. Et ouais, évidemment, c'est très dur de respecter les quotas imposés. C'est normal. Ouais. Et en fait, ça a été nos premières expériences d'employeur, parce que manager, ouais. Et ça c'est pour le coup un truc que tu n'apprends pas à l'école. Et je pense à un des aspects de l'entrepreneuriat qui est un des plus compliqués. Et aussi un des plus riches. Et un des plus riches, ouais, clairement. Parce que tu apprends beaucoup sur toi et puis tu apprends au contact des autres aussi. Tu réalises qu'il y a plein de gens qui savent plein de trucs mieux que toi. Non pas que mais en fait, au début, tu es obligé, quand tu lances ton truc, d'être un peu déterminé et puis de te mettre des œillères de temps en temps pour pas que les pessimistes te découragent, quoi. Et bien sûr, tu en rencontres des tonnes et des tonnes, donc tu as plein de raisons d'être découragé. Donc tu es obligé un peu de rester en ta bulle et mais tout en écoutant quand même les conseils. Donc faut arriver à filtrer et jusqu'à ce que tu te sentes prêt à apprendre des autres et puis à être ouvert pour te dire en fait la boîte elle va évoluer avec une dynamique de groupe et pas juste parce que moi j'ai envie qu'elle évolue dans cette voie.
Enfin, après, moi, c'est ma conception. Hein. Peut-être que Steve Jobs, il pensait pas pareil. Mais il y a vraiment dans tous les cas, que ce soit Steve Jobs ou toi ou moi, on met à ce moment-là, on initie une culture d'entreprise, dans tous les cas. Oui, c'est sûr. Donc c'est ça qui va appartenir aux autres et que toute l'équipe va faire vivre et va affiner, améliorer, modifier. Ouais, c'est vrai. Et donc, juste pour revenir sur la levée de fonds, ça a été assez rapide? Alors, ça a été simple, ça a été dur, ça a été... Non, ça a été long, chiant, compliqué. tout l'inverse de ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est chiant avec les levées de fonds, c'est que tu lèves 300 000 ou 3 millions, ça prend quasiment autant de temps. Et parfois même plus de temps au début que sur les levées d'après. Parce que faut convaincre les premiers investisseurs, alors que quand il y a déjà des investisseurs, c'est plus facile d'en convaincre des nouveaux. Et puis tu passes ton temps à pitcher. Alors déjà que tu passais ton temps à pitcher avant pour évangéliser un peu tes proches, ton entourage sur ton projet entrepreneurial. Le déjeuner du dimanche, tu passes ton temps à parler de ta boîte et tout. Enfin, il y a l'individuel ou en tout cas le personnel et le professionnel se mélangent complètement. Ouais. Et donc la levée de fonds a été un peu fastidieuse parce que on est passé un peu par les mêmes difficultés que tout le monde, je pense. Tu convoques ton réseau et puis après tu essayes de passer des concours auprès de jurys de business angel ou des choses qui existent déjà. Et puis quand tu as réussi à convaincre le premier, évidemment ça crée un peu un effet boule de neige, mais voilà, faut impulser la dynamique. Tu rappelles tous les autres et tu dis c'est bon, il y en a un qui est... Hop. Ouais, et en fait tout se signe sur les dernières semaines, quoi, alors que ça fait 5 mois que tu discutes avec tout le monde. Et ce qui est compliqué, c'est que le premier rendez-vous, tu sais qu'il se passera rien parce qu'ils vont tous te dire ok, ça c'est intéressant, on se reparle dans 3 mois pour savoir si vous avez de l'attraction. Donc là tu sais déjà que bon voilà, j'ai 3 mois dans la gueule. Et puis 3 mois plus tard, il te dit en fait c'est bien, est-ce que vous avez encore de l'attraction dans 3 mois? Merci, c'est sûr pour ce partage. C'est compliqué et à un moment vous sentiez que ça vous prenait de l'énergie, que ça enlevait le focus de la boîte, cette levée de fonds? Ouais, alors assez vite, on a quand même décidé avec Adrien de se partager les tâches et de dire toi t'es à 80% sur la levée et moi plutôt à 20%, et comme ça je continue de développer le business en parallèle. C'était dangereux de s'investir à fond tous les deux dessus. Et puis en plus parce que à chaque fois les investisseurs nous demandaient des métriques et ils voulaient voir la boîte progresser, donc il y a un moment t'as pas le choix. Donc mais on a pu s'entendre là-dessus et ça c'était une chance. C'est pas donné à tout le monde, je pense, de dire ok moi j'accepte de consacrer du temps à ça parce que c'est franchement pas hyper intéressant. Enfin si, c'est intéressant intellectuellement parce que tu rencontres des gens quand même assez brillants, tu t'échanges sur des réflexions stratégiques. Mais voilà, c'est pas ce pourquoi on avait lancé notre boîte au début. Donc pour nous, on avait un peu l'impression de dériver et de faire autre chose. Mais naturellement. Mais bon, il fallait le faire. Donc il a plutôt bien géré. Ouais. Et ok, donc tu as commencé à nous dire là que ça avait permis de faire pas mal de choses assez sympas, des pop-up stores, des choses comme ça. Ouais, complètement. En fait, à ce moment-là, on avait à peu près 2 ans de commerce en ligne et on sentait que les feedbacks c'était en fait c'est trop bien, j'adore votre ligne éditoriale, les œuvres que vous proposez et tout, j'adorerais les voir en vrai, est-ce que vous avez un showroom, est-ce que vous avez une boutique où on peut passer, etc. On commençait à avoir quand même beaucoup de feedback en ce sens, et donc plutôt que de se lancer tout de suite dans l'ouverture d'une boutique qui est quand même assez périlleuse parce que t'as des garanties perso quand t'empruntes, tu prends un bail sur 3 ans, enfin c'est assez compliqué. On a surfé sur la vague des pop-up stores qui était complètement dans l'air du temps à l'époque, en 2015.
et qui s'ouvrait, qui popait justement partout dans la rue, que ce soit. C'est sûr qu'en 2020, il y en a eu beaucoup moins. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est un business qui a pris cher, je pense, mais qui reviendra parce que on en a besoin justement pour tester. Ouais, complètement. Donc nous, en fait, on s'est dit, bah tiens, c'est pas mal parce qu'on a une saisonnalité sur notre business, que ce soit les périodes de fête, parce que c'était beaucoup d'achats cadeaux, et voilà. Et puis, bah, l'été, par contre, personne n'achète et tout. Donc, c'était pas forcément pertinent d'avoir une boutique toute l'année. Par contre, une boutique à Noël, une En boutique, décembre. Ouais. Et donc, on a fait notre premier test, ça a été la braderie de Lille au mois de septembre. En septembre. Ouais. Donc ça, c'était waouh, une expérience. Ah mais j'aurais absolument pas pensé. Ah bah Ok. tu vois, nous non plus. Mais ça nous a été conseillé par quelqu'un qui nous dit l'année dernière j'étais à la braderie, il y a souvent des trucs un peu chinés, des trucs de déco et tout. Eh ouais, c'est vrai que la déco, ouais. Ouais. Ok. Et donc, Là, on avait je vois un un peu le stand. parallèle. Et en fait, ça a cartonné pendant 3 jours. On n'a pas arrêté de vendre. Donc première expérience super concluante. Et après, on a ouvert des pop-up stores, mais dans des villes un peu annexes, où les loyers étaient un peu moins chers, donc un peu moins risqués. Donc on a fait Rouen, on a fait Lyon, et on a fait un multi-store à Paris, donc un multi-marque à Paris, donc où du coup on était plusieurs marques, donc on prenait le risque à plusieurs. Mais de manière éphémère quand même, ça. Ouais, à chaque fois éphémère. Partout. Ouais. Soit un week-end, soit au max une semaine. Ok. Et après, la grosse expérience pour nous, c'était d'ouvrir un pop-up store à Londres. Alors, surprise, tu te dis, mais pourquoi à Londres? Bizarre. Et en fait... Pourquoi pas? Ouais, c'est ça, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on n'avait pas encore beaucoup d'acheteurs anglais sur la plateforme, mais par contre, ce qu'on savait, c'est que le marché britannique était hyper en avance sur tout ce qui est produits dérivés, art en ligne, print, toutes les impressions digitales, etc. Et donc, eux, ils ont l'habitude d'acheter des prints pour chez eux. Et puis, il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont vachement sur le graphisme, l'art digital. Okay. Et donc, on a rencontré cette agence qui fait de la location de pop-up et ils avaient beaucoup de super opportunités à Londres. Et donc, on a loué notre camion avec Adrien, on a traversé la Manche, le camion plein d'œuvres. Rempli d'affiches. Ouais, et on a ouvert, et en plus, on avait missionné un ami architecte d'intérieur à l'époque pour nous designer un concept de boutique avec les tubes, tu sais, les tubes que tu utilises pour mettre les affiches. Oui. Donc, en fait, il avait fait des meubles avec des tubes. Donc, il avait fait des tubes de plusieurs hauteurs. Qu'il avait fait couper des tubes à des hauteurs différentes pour faire plein d'étalages de meubles où on pouvait poser plein de trucs. En plus, stocker. Donc ça, c'était hyper intelligent. Et, nice. Et donc, on est parti à Londres avec notre camion plein d'affiches et plein de tubes pour installer tout notre setup là-bas. Donc, on était à Shoreditch, donc un quartier un peu hipster en plus où ça bouge beaucoup. Au niveau du métro, donc énormément de passages le matin, le soir. Et donc là, on a fait 3 semaines, tout le mois de décembre, du 1er décembre carton plein, au 21 décembre. Et carton plein. Franchement, on était super contents. On a même rentabilisé les frais, tu vois, parce qu'il y a des frais en plus de déplacement, de camions, de trucs. Donc, tout était à l'équilibre. Et vous avez eu un début de traction du coup côté Outre-Manche. Et alors oui, on s'est fait un peu connaître, donc on a eu quelques achats après sur le site, ça on l'a constaté. Puis on avait fait un peu une offre aussi pour tous ceux qui passaient en boutique, qui souhaitaient ensuite acheter sur le site. Donc ça nous a permis de vendre un peu au UK. Et on a retenté l'expérience l'année d'après, mais cette fois à Topshop. Donc Topshop, c'est une enseigne hyper connue anglaise qui fait plutôt des fringues à la base. C'est un peu le H&M anglais, quoi. Et donc ils ont évidemment une partie un peu déco, accessoires. Donc on avait un stand là-bas et en fait ça n'a pas du tout marché. Comme quoi. C'était pas la même cible qui achetait des fringues et qui achetait
Ouais, on était sur Old Street, donc une rue hyper passante, hyper shopping et tout, mais en fait que des petits jeunes. Et puis ouais, non, pas du tout la même ambiance, quoi. Donc après ça, vous avez un petit peu arrêté. Ouais, ça nous a un peu calmé. Je pense que c'était en 2016. Ça nous a un peu calmé. Et puis en fait, ça nous a conduit à pivoter parce que. Ah, enfin. Et ouais, le deuxième pivot. Les éternels pivots. Ouais, en fait, c'est un peu lié aux relations presse. En fait, on a eu une parution dans Elle et on a été contacté par une directrice d'hôtel, donc, qui était à l'époque, une directrice de chantier sur un hôtel, qui était l'hôtel Renaissance de République, juste à côté de la place République, qui était en rénovation à l'époque, même en construction parce que voilà. Et en fait, on a réussi à signer un deal pour faire tous les tableaux de l'hôtel. Donc c'était 650 tableaux. Donc là, ça a été vraiment un gros projet sur lequel on a beaucoup bossé, qui n'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de faire à l'époque. Donc il a fallu vraiment s'adapter, puis aussi faire un peu, faire croire entre guillemets aux clients que pour nous que vous saviez. Ouais, c'était easy. Mais oui. Et donc là, on en a un peu bavé, mais ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit en fait, peut-être que le vrai marché, il est, évidemment qu'il y a un marché sur du B2C, mais c'est hyper compliqué, quoi. C'est pénible, c'est fastidieux. Faut se créer une marque, faut créer une notoriété en ligne, faut dépenser vraiment des quantités, des gros budgets gros budgets en marketing. Pour ancrer la marque, pour ancrer l'habitude, la communication. Ouais, exactement. Et donc ça nous a fait penser que en fait en B2B il y avait peut-être quelque chose à faire, surtout qu'en plus on travaille avec des artistes vivants, donc on peut facilement travailler sur un brief sur mesure, quel que soit le type de client. Et donc ça plaisait beaucoup aux clients. Et donc on a commencé à faire de la prospection sur des lieux d'exception, donc des hôtels, des restaurants, des bureaux d'entreprise, des espaces de coworking aussi qui étaient en pleine éclosion à l'époque. Ok. Et donc ça a bien marché. Le pivot était là, vous aviez du coup encore un peu de cash de la levée de fonds ou il a fallu quand même jouer sur un peu tous les tableaux parce que le B2C, on sait que entre guillemets la trésor, potentiellement le client paye entre guillemets d'abord ou en tout cas quasiment au moment de la création de la repro. B2B, des fois il y a des délais un petit peu différents, donc ça a pas posé problème? Alors ouais, c'est sûr qu'on a découvert les impayés et puis les retards de paiement. Heureusement, on avait quand même encore de la trésor. On a toujours été assez prudent, ouais, avec Adrien. On garde toujours un peu de trésor pour être sûr au cas où. Alors parfois on nous dit mais tant que vous avez de l'argent, investissez et tout. Enfin voilà, il y a plusieurs mentalités, mais donc on avait de la trésor et ça nous a permis de tenir quand on a fait ce pivot B2B, sachant que c'était un pivot, c'était un demi-pivot parce qu'on continuait quand même de faire du B2C. Oui, il y avait toujours le B2C, qui faisait rentrer du cash aussi. Mais progressivement, on a vu que le chiffre d'affaires était passé de 20% de B2B à 80% de B2B. Et donc au bout d'un moment, tu te dis En combien de temps? Un an? Ouais, en un an, je pense. Ouais, à peu près un an. Ouais. Donc assez vite, en fait, tu changes ton fusil d'épaule. Et comment vous allez, du coup, comment vous communiquez que Balibar est aussi une boîte qui peut intéresser ces lieux-là? Est-ce que vous faites aussi, encore une fois, de la presse ou est-ce que vous décrochez le téléphone et vous chopez tous les archis? Alors ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. On a pas mal sollicité des archis parce que c'est souvent eux qui sont au courant des projets. Donc faut essayer d'être le plus en amont de la chaîne. Donc des archis, oui, des chefs de chantier ou des chefs de travaux qui savent aussi quels seront les prochains projets. Et puis on a continué de faire de la presse spécialisée.
parce que c'était comme ça qu'on s'était fait connaître. Et en fait, c'est une presse qui est aussi beaucoup lue par les archis. Donc ça, c'est... Et puis, on a commencé à faire de la prospection. B2B égale prospection. Donc, Ok, c'est sûr. Ça, pareil, c'est un truc qu'on maîtrisait pas du tout à l'époque, qu'on a appris à faire. Et tu t'es suivi pas mal d'échecs au début, hein, parce que en plus les hôteliers ou les architectes, ils aiment pas trop être démarchés. Enfin, ils sont pressés, ils ont pas que ça à faire et tout. Enfin, c'est pas les plus simples, mais bon. Voilà, parfois ça faisait mouche et c'était sur un beau projet et ça valait le temps d'y avoir passé une journée à se prendre des bâches. Oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, aujourd'hui, moi, je sais que Balibar existe encore, mais je sais aussi que, comme on l'a dit au tout début, nous, on va être clients de Panoply. Et on se rapproche de 2020, là. Donc, comment se fait C'est même pas un pivot, puisque on a compris que les deux existent aujourd'hui en parallèle. Comment on est dans l'idée de Panoply? Alors, c'est donc en 2016 environ où on commence à avoir beaucoup de commandes B2B sur de la décoration murale, effectivement, mais aussi quelques demandes sur des produits dérivés, donc des objets sur lesquels on déclinerait des créations d'artistes et qui iraient bien dans un ensemble, dans un intérieur. Donc, par exemple, des tasses, des carnets, des stylos. Dans un hôtel, on peut aussi imaginer des peignoirs ou des petits accessoires qui complètent la décoration. Mais, de l'objet personnalisé. Ouais. Parce que en fait, c'était un besoin de vos clients. Tout à fait. De se dire, on adore l'univers de cet artiste. On aimerait bien, en plus d'œuvres au mur, pouvoir le décliner sur d'autres supports. Donc ça a été un peu notre première intuition de dire, ok, pourquoi pas aller explorer d'autres objets que seulement les œuvres au mur. Et puis de l'autre côté, les artistes aussi avaient envie de s'amuser et de décliner leurs œuvres sur autre chose. Alors eux, ils pensaient plutôt au textile, des t-shirts, des sweats, des tote bags. Donc ça, c'était aussi beaucoup dans l'air du temps. Enfin, ça l'est toujours, hein, de dire voilà comment je peux décliner mon univers graphique sur tout un tas de supports. Et donc ils nous ont demandé est-ce qu'on était capable, au même titre qu'on faisait des prints, est-ce qu'on pouvait faire du textile et des accessoires. Et comme tout bon entrepreneur, vous avez répondu d'abord oui. Ouais. Exactement. Pas de problème. Oui. Enfin, vous pouvez m'en dire plus sur vraiment ce que vous imaginez? Que je comprenne bien. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, assez rapidement aussi, quand tu travailles avec un espace de coworking, par exemple, tu travailles plus avec une entreprise qu'avec un lieu. Et donc, tu commences à vraiment avoir un rapport de prestataire et pas seulement une agence d'artistes, quoi. Et donc là, on a commencé à se dire, en fait, on pourrait aller toquer à la porte d'entreprises au sens large qui ont besoin de décliner leur univers graphique, leur univers de marque sur des produits. Et donc là, on se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle plus communément les goodies ou en tout cas les produits, les objets dérivés. Mais dès lors qu'on est capable de le faire et d'industrialiser cette méthode pour des clients comme des hôtels ou des espaces de coworking, pourquoi pas le faire aussi pour des entreprises plus classiques. Et donc on a fait des tests. On a du coup convaincu les artistes qui étaient chauds pour décliner leurs œuvres de le faire aussi. Ce qui fait qu'on avait un bon match entre l'offre et la demande à ce moment-là. Et en fait, assez rapidement, alors faut que donc là, on est encore sur cette proposition et cette offre, elle est encore sur Balibar. Ouais, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, sur Balibar, tu peux soumettre un projet et puis du coup, on te fait une proposition sur mesure avec le travail d'un artiste qui pourra décliner sur plusieurs supports. Et
Et en parallèle de ça, j'essaye un peu de me remémorer aussi tous les éléments. En parallèle de ça, on commençait à avoir de plus en plus d'artistes qui voulaient, parce que finalement la plateforme Balibar, elle commençait à être assez volumineuse. Il y avait un peu plus de 350 artistes, donc c'était de plus en plus dur de trouver un artiste, ou en tout cas de sortir du lot en tant qu'artiste. Et oui. On commençait à avoir un peu ce son de cloche de j'aimerais bien pouvoir avoir ma propre être plateforme. Mis en avant. Et ouais. Alors ouais, d'une part être mis en avant, et puis pourquoi pas avoir mon propre site sur lequel en fait j'enverrai mon trafic. Et maintenant que je commence à avoir une petite communauté, j'ai plus forcément besoin d'être sur un truc généraliste. Ok. Et donc on a développé une sorte de bêta sur laquelle, qui permettait en fait de dupliquer des mini Balibar, mais pour chaque artiste. Et donc à l'image de l'artiste, avec son nom, son logo, son univers graphique, ses œuvres seulement, son propre URL. Donc vos artistes sont devenus vos clients. Exactement. Alors qu'ils étaient au début vos fournisseurs. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ok. Donc on a commencé Super. à faire du B2B2C avec nos artistes. Ouais. Et donc l'objectif c'était de leur faire payer un abonnement pour dire voilà, vous utilisez en fait notre service en marque blanche, et donc vous payez un abonnement, et nous on continue de gérer la logistique, l'infrastructure e-commerce, comme on le faisait sur Balibar, mais pour chacun d'entre vous. Okay. Et en fait, en un mois et demi, on s'est retrouvé avec 1200 mini-sites, parce qu'on avait ouvert un one-pager à l'époque pour dire, voilà, si vous êtes artiste et que vous voulez lancer votre propre boutique de produits dérivés. Donc tout le monde a voulu, quoi. Et ouais, parce qu'en fait, au début, on était sur un modèle gratuit, évidemment, le fameux freemium qu'on connaît tous. Et donc, on s'est retrouvé en un mois et demi avec 1200 boutiques qui tournaient en parallèle. Et en fait, on avait développé ce module sur PrestaShop, sauf qu'on s'est fait contacter par PrestaShop en mode mais en fait là vous êtes en train de faire exploser. On s'est pas du tout pensé pour ça. Qu'est-ce que vous faites? Donc on avait un peu hacké leur truc sans vraiment s'en rendre compte et sans faire exprès. Et donc à ce moment-là, on a recruté un CTO. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est dit il y a peut-être un réel pivot à opérer sur de la marque blanche en fait de sites e-commerce pour des créateurs, et avec une production industrialisée qui est incluse dans tout le service. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait notre deuxième levée de fonds et qu'on a recruté un CTO. Sur ce pitch, exactement, qui était. Et donc Panoply est né. Et alors, Panoply n'est pas tout de suite né. D'abord, c'était Balibar MyShop. Donc, c'était une déclinaison de Balibar. T'es sur Balibar, mais t'as MyShop, quoi. C'est ton shop. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça intéressait pas que des artistes. Ça intéressait, comme je te disais, des entreprises qui voulaient faire des produits dérivés. Ça intéressait aussi des associations qui voulaient faire pour leurs membres. Ça intéressait des influenceurs sur Instagram, sur YouTube, qui veulent monétiser leur communauté avec des produits dérivés. Donc, on avait en fait tout un ensemble de créateurs au sens très large qui souhaitaient se lancer sur du merchandising en ligne. Donc, on est passé de la décoration. Enfin, on est passé d'abord de l'art au tout début, ensuite à la décoration et in fine au merchandising en ligne. Donc, c'est une belle évolution. C'est incroyable. Ouais, c'est une aventure incroyable. Complètement, pleine de rebondissements. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et en fait, le fait de recruter Mathieu, notre CTO, on a tout cassé, on a arrêté PrestaShop, on a dit ok, alors là, faut qu'on crée notre propre plateforme, notre propre service. Outils, solutions. Outils, exactement. Et à l'occasion de cette refonte, on va aussi trouver une nouvelle marque, parce qu'en fait, Balibar est très teinté art. Alors qu'on va être amené à travailler avec des sportifs, des associations, des influenceurs. Donc, on va créer une nouvelle marque. Et donc, Panoply est né en 2017 sur, du coup, ce pitch de créer des boutiques de merchandising pour des créateurs en leur apportant toute une panoplie à la fois de services et de produits. Donc, le jeu de mots était facile, mais il nous a convaincus à l'époque. Donc là, on comprend aussi la solution, l'interface, tout ça, c'est en interne. Mais on comprend qu'il y a beaucoup plus
ou en tout cas, on imagine qu'il y a beaucoup plus de partenaires et de fournisseurs à ce moment-là à aller chercher. Parce que vous travaillez avec un ou plusieurs imprimeurs, mais vous restiez avec des imprimeurs, alors que là, il faut aller chercher peut-être beaucoup plus large. Exactement. Et en fait, c'est vrai qu'au début, cette tambouille, elle était très... on l'opérait en back-office, donc c'était un peu notre secret sauce. On avait notre fournisseur de mugs, notre fournisseur de tote bag, notre fournisseur de t-shirts, etc. Et on proposait à nos artistes en B2B2C un catalogue assez limité de références, mais on n'avait pas vocation à communiquer de façon élargie sur la gamme de produits qu'on proposait. C'était vraiment les créateurs qui souscrivaient à notre service, qui choisissaient les produits qu'ils avaient envie de proposer à leur communauté, qui les personnalisaient et qui ensuite les mettaient sur leur mini-boutique. Donc la discussion, elle se faisait vraiment entre les créateurs et nous à l'époque. Et en fait, assez vite, et on arrive un peu à ce qui est devenu Panoply aujourd'hui, à mesure qu'on intégrait des nouveaux fournisseurs, qu'on automatisait les process avec eux, qu'on arrivait à négocier des tarifs parce qu'on faisait du volume grâce à tous nos créateurs, etc. On est vite devenu un peu une marketplace d'objets pour nos créateurs. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 150 fabricants différents en France, en Europe et dans le monde. Donc c'est un peu une véritable usine. Combien en France? En France, c'est une bonne question. J'ai pas le pourcentage, mais je dirais au moins la moitié. Ok. Parce que ouais, pour le coup, on a un billet quand même très éco-responsable sur Panoply. Ça a évolué sur les 2 dernières années beaucoup, qui passe par évidemment le choix des produits et des matériaux, mais aussi les conditions de fabrication et l'origine des produits. Donc le Pourquoi et comment ça a évolué c'est vous qui l'avez initié? C'est une demande client? C'est le marché qui est comme ça aujourd'hui en France? C'est un petit peu tout ça, c'est quoi? Alors, nous, en fait, assez vite, on était une petite équipe à l'époque, peut-être 6-8, mais tous avec une sensibilité sur des sujets d'époque, évidemment. Et donc, on voulait pas juste être un imprimeur de t-shirts, quoi. On voulait créer un peu de sens dans notre démarche et donc proposer à nos clients, qui étaient les créateurs à l'époque, de participer à cet effort en choisissant des produits qui étaient éco-responsables ou en tout cas durables pour proposer. Parce qu'en fait, à partir du moment où déjà t'engages ton image de marque quand tu vends à ta communauté, donc t'as pas envie de vendre du made in China ou des trucs vraiment pourris. Donc de fait, c'était déjà une demande des clients de dire est-ce que on veut du quali. Et ensuite dans le quali, il y a le premium, les objets de marque, ou potentiellement de luxe et tout. Et puis tu as aussi du quali parce que les matériaux sont qualitatifs, parce que la main-d'œuvre est qualitative, ou en tout cas les processus de fabrication sont qualitatifs. Et donc nous, on a assez vite creusé ça, et ça a été vraiment une dynamique qu'on a impulsée avec Adrien très vite dans la boîte, de dire en fait nous, notre mission d'entrepreneur aujourd'hui, elle est d'essayer d'évangéliser le marché de l'entreprise au sens large, mais aussi de l'objet dérivé sur des choix plus responsables, et donc pas forcément de produire pour produire, mais de juste produire ce qui est utile, ce qui est durable, ce qui va servir. Et donc comment vous faites pour sélectionner les partenaires? Est-ce qu'il y a des cahiers des charges, une charte des engagements, ou c'est en gros juste parce que vous visitez et que vous arrivez à diffuser largement votre message et vos valeurs? Non, tu as cité vraiment les 3 termes clés. Il y a vraiment un cahier des charges, une charte et des engagements. Donc, c'est des choses qu'on vérifie à chaque fois qu'on initie une discussion avec un fabricant, de dire, alors nous déjà, on a une charte qui consiste à dire, où sont produits, où sont basés vos ateliers de production, comment vous produisez, avec quel type de travailleurs, quels matériaux vous utilisez,
Est-ce que vous savez faire du volume ou pas? Quels sont vos délais de production? Est-ce que vous avez la capacité de vous intégrer par API, comme on le citait tout à l'heure? Donc, il y a tout un tas de cases à cocher. Et puis après, effectivement, sur les engagements, on va privilégier l'artisanat autant que possible. Après, avec les contraintes que ça représente aussi en termes de capacité industrielle. Et en fait, c'est marrant parce que le fait de le proposer aux entreprises, on a un écho à chaque fois quand on en parle aux entreprises, parce que c'est aussi des initiatives naissantes dans les entreprises qui viennent souvent d'ailleurs des collaborateurs, de dire en fait tout ce qu'on me propose dans le milieu de mon entreprise, j'ai envie que ce soit aussi des choses responsables, engagées ou en tout cas saines, au même titre qu'en tant que citoyen, quand je vais faire mes courses, je fais des choix radicaux. Et donc, j'ai pas envie de bosser pour une boîte qui va pas faire attention à sa façon de consommer ou aux produits qu'elle va acheter. Donc, finalement. Et est-ce que c'est, on va dire que le marché du goodies, et c'était une perception que j'avais et que je ne voulais surtout pas reproduire. Je me disais, le goodies, c'est de l'objet personnalisé, mais c'est de l'objet presque à jeter ou de l'objet jetable. C'est la clé USB qui traîne au fond des tiroirs, c'est le stylo qui signe 3 trucs et qui met 3 mots sur le frigo et qui est après bon à jeter. Et en fait, on voulait surtout pas chez Podcast Mania, et je pense que c'est un peu partout, pareil, aujourd'hui, on voulait pas être producteur d'objets qui en fait allait avoir une durée de vie éphémère et finir dans les poubelles au meilleur des cas presque. Ouais. Et donc on ne se serait jamais lancé sur ce service-là si on n'avait pas trouvé une solution en adéquation avec du coup le standard de qualité, et aussi on n'est plus du tout sur du goodies bas de gamme, bâclé. On est sur un bel objet qui valorise la marque, qui valorise la communauté, et donc on se dit tout de suite que l'objet qu'on va demander à Panoply de produire en toute transparence, il va être presque utilisé chaque jour avec le mug, avec le stylo, le carnet, le t-shirt. Ça va être vraiment incarné et porté, représenter correctement la marque, et donc on peut se lancer. Est-ce que tu ressens ce marché-là et cette communication-là auprès de tes clients? Ouais, complètement. Et tu l'as bien dit, en fait, jusqu'à présent, on identifiait le goodies comme un objet jetable. Là, aujourd'hui, pour beaucoup de nos clients, ils vont avoir cette démarche de vendre des produits à leur image. Donc, c'est même plus un giveaway comme tu pouvais en trouver dans des salons ou autres. C'est vraiment, je vends des produits parce que j'estime que le produit pourrait être dans n'importe quel commerce, quand je vais acheter un carnet dans une librairie, ou voilà, je l'achète parce que c'est un objet qui va me servir. Et ça je pense que cette exigence de qualité, on la tient des débuts où on a fait ça avec des artistes, où on a commencé à produire des objets dérivés avec des artistes, où nécessairement, à partir du moment où on décline une œuvre qui est quand même un bel objet en soi, on est obligé de la décliner sur un support qui soit lui aussi de qualité. Et donc, depuis le début, en fait, quand on s'amuse à créer des produits et à décliner des produits, on a toujours en tête cette phrase, ça va être mon objet du quotidien. Enfin, si je l'achète, c'est réellement que c'est un produit qui va me servir et que je vais utiliser. En fait, c'est dans la culture de Panoply. Vous venez un peu plus naturellement de l'univers de Drouot que des usines chinoises ou de mode textile mondialisé, quoi. Ok. Ouais. C'est sûr que c'est dans l'ADN. On a compris. C'est une bonne synthèse. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise à mission.
dans tout l'écosystème de l'ESS, de l'entrepreneuriat social et solidaire, on a cette possibilité-là de s'inscrire dans ce processus-là. Est-ce que vous l'êtes ou vous y pensez? Alors, on n'a pas encore été certifié ou labellisé. C'est vrai, comme tu le dis, il y a des démarches qui existent aujourd'hui pour le faire. Par contre, évidemment qu'on a une mission, nous, en interne, qu'on partage entre tous les collaborateurs, qui est d'éduquer presque les corporates au sens large, qui sont notre cible principale aujourd'hui, sur le mieux consommer et de pas toujours inciter à la production de masse, comme ça a pu être le cas longtemps sur ce marché où un producteur il va très vite te dire non, en fait faut que tu fasses 1000 carnets sinon je prends pas ta commande. Nous on est sans cesse en train de réfléchir à des méthodes qui permettent de rationaliser la production pour produire vraiment ce dont on a besoin. Donc ça c'est une première chose, réduire le gaspillage au maximum en produisant vraiment que ce qui est nécessaire. Et puis, évidemment, le deuxième angle, c'est d'aller chercher des produits qui sont de fait durables parce que produits avec des matériaux bien sourcés, quoi. Voilà, exactement. Et vous faites partie aujourd'hui de l'association ou du regroupement 1% for the Planet, et vous avez mis en place la plantation d'un arbre à chaque commande. Tu peux nous parler de ces deux, à mon avis, ces deux axes très importants et pour l'écosystème, pour notre belle planète et en même temps pour votre communication. Comment vous les avez initiés? Est-ce que c'est venu de l'équipe? Est-ce que c'est venu de vous? Est-ce que c'est venu de clients? Ouais, alors en fait, c'est venu en 2019, le courant de l'été. Adrien est un grand fan de la marque Patagonia. Et il se trouve que le fondateur de Patagonia est aussi l'initiateur du label 1% for the Planet. Et on avait cette envie, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, de dire on veut pas juste être des vendeurs de t-shirts, on veut à chaque fois qu'on va mettre quelque chose en place chez Panoply, que ça ait un sens et concrétisation derrière. Et donc, alors même qu'on n'est pas bénéficiaire aujourd'hui, et puis on n'est pas encore tout à fait rentable, en passe de l'être, mais voilà, pas encore tout à fait rentable. On a voulu reverser. Alors, il y avait peut-être d'autres moyens de le faire, mais 1% for the Planet avait cet avantage que on pouvait derrière choisir vraiment l'association qui nous correspondait le plus, et donc à laquelle on reverse 1% de notre chiffre d'affaires tous les ans. C'est laquelle? Et donc, cette association s'appelle Green Ethiopia. Et Green Ethiopia, en fait, participe donc à la reforestation du pays. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place un calculateur qui montre à nos clients que pour chaque commande passée chez Panoply, on peut du coup définir un nombre d'arbres que ça permettra de planter. Donc, et puis, en fait, nous, en interne, on a ce calculateur aussi global qui fait que en 2020 on sait qu'on va planter 180 000 arbres, donc ça c'est quand même c'est hyper satisfaisant quand on est entrepreneur et qu'on essaye d'apporter du sens dans ce qu'on fait, quoi. D'être impactant et d'apporter du sens. Aujourd'hui en 2020, donc la deuxième levée de fonds, elle était de combien? Alors, la deuxième levée de fonds a été de un peu plus de 600 000 euros couplé BPI, donc on était quasiment à 1 million sur le financement total. D'accord. Et donc aujourd'hui en 2020, il y a combien de personnes dans l'équipe? Combien, entre guillemets, peut-être de clients ou de commandes ou de chiffre d'affaires, si vous communiquez en termes d'objets produits, c'est quoi? Et combien de personnes travaillent pour ça? Ouais, alors on est 12 là actuellement dans l'équipe. C'est marrant parce qu'on a dépassé il y a pas très longtemps le 1 million d'objets produits cette année, donc c'est marrant que tu poses la question. C'est parce que c'est une stat que j'ai bien en tête. Alors impressionnant. Je la prends un peu avec des pincettes parce que bon, c'est entre guillemets c'est assez facile de produire beaucoup
Avec beaucoup de stylos. Ouais, oui, voilà. c'est sûr. Là où on est Mais bon. content, c'est que c'est, je pense, des produits qui étaient vraiment utiles et qui serviront. Donc ça, c'est une petite stat. Et on devrait finir l'année à un peu moins de 2,5 millions en chiffre d'affaires. Ok. Donc on a quand même réussi à faire une année 2020 à plus 40% par rapport à 2019. Donc c'était pas gagné. C'est impressionnant, justement, parce que alors vous êtes outillé, vous êtes sur le digital, mais c'est quand même énorme quand on pense que certains. Mais en même temps, c'est pas comme ça qu'il faut le raisonner. Si on pense goodies, on pense événements et hôtellerie, donc deux secteurs fortement touchés en 2020. Alors que là, non, c'est de l'objet personnalisé et c'est principalement sur des boutiques de communauté. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être été un peu moins touché que si vous étiez sur ces deux secteurs consommateurs de goodies, quoi. Ouais, c'est vrai que l'événementiel, c'est pas le cœur de notre chiffre d'affaires et du coup, heureusement. Et en fait, là, ce qu'on a remarqué sur le premier confinement et le deuxième, c'était que nos clients entreprises souhaitaient en fait offrir des objets à leurs collaborateurs pour rappeler qu'ils sont là, qu'ils pensent à eux, entretenir la cohésion d'équipe. Et donc un petit coffret ou colis de onboarding version télétravail avec la gourde, la tasse. Yes. C'est bon, ça, ouais. Ah bah, c'est exactement ça. On a fait des packs télétravail pendant tout le premier confinement et en plus on a l'avantage, contrairement à d'autres producteurs lambda, de pouvoir faire de l'envoi individualisé parce que le fait d'être baigné dans le e-commerce depuis le début, notre logistique, on a toujours développer une logistique qui soit rodée pour qu'on puisse faire du packaging individuel, ce qui fait que maintenant on peut envoyer à tous les collaborateurs confinés aux quatre coins de la France et on le fait beaucoup en ce moment pour les packs de Noël. Donc on envoie beaucoup de cadeaux de Noël. Comment ça se passe justement cette logistique si vous avez donc on va dire 75-80 producteurs fournisseurs en France, vous leur demandez d'abord de produire et de vous envoyer tout à vous et pour redispatcher et refaire la logistique derrière. Ouais, c'est ça. On aime bien se voir comme un sablier en fait. Donc c'est un marché où il y a énormément de fournisseurs, un peu plus de 2200 rien qu'en France, et aussi beaucoup de clients potentiels. Et nous, on est vraiment ce point de contact entre les deux. L'objectif, c'est d'être l'interlocuteur unique et privilégié de tous nos clients. Et qu'en fait, quel que soit le produit, ils puissent nous solliciter. Et nous, derrière, on va centraliser tout ça via nos entrepôts de logistique pour ensuite le redispatcher. Alors, soit au bureau de l'entreprise directement en un point, et dans ce cas-là, c'est facile, soit chez tous les collaborateurs, tant que le télétravail continuera. La solution logistique, elle est externalisée? Ouais, on bosse avec des logisticiens spécialisés. Et ça, pour le coup, ça a été notre plus gros chantier de 2020. C'est ça qu'on a réussi à vraiment bien développer et à finaliser cette année, en plus de la possibilité d'avoir cet ensemble de fournisseurs à portée de main. Ouais, super. On a hâte de déployer donc ce service chez Podcast Mania pour, entre autres, Aventure Humaine. Donc, si vous nous écoutez, je pense que vous pouvez cliquer sur un petit lien et aller voir nos jolis mugs, nos jolis t-shirts polo qui, donc maintenant vous le comprenez, vont être produits par Panoply et l'ensemble de ces super fournisseurs et partenaires. Si on se fait un petit les quelques dernières questions, est-ce que tu as on a l'habitude de poser quelques questions comme ça pour comprendre un petit peu, on va dire, ta personnalité et tes valeurs. Est-ce que tu as un voyage ou une culture, un pays qui t'a profondément marqué et que tu aimerais retrouver, même en 2020, alors qu'on est confiné? C'est une bonne question. Moi, j'ai fait
un voyage de 6 mois en Égypte dans le cadre de mes études, juste avant la césure et le lancement de Balibar, dont on vient de parler. Et c'est un voyage qui m'a évidemment profondément bouleversé, puisque c'est la rencontre d'un peuple et d'une culture qui est radicalement différente de la nôtre. Et puis aussi d'un pays qui a énormément de richesses à proposer. Enfin, ce que j'ai adoré, c'est du coup d'être dans cet univers, mais au contact d'Égyptiens, parce qu'en fait, je travaillais pour une boîte qui était égyptienne. Et donc, dans mon travail, j'étais au contact. Dans quel domaine? Alors, c'est une boîte qui s'appelle Jumia. C'est un peu l'équivalent d'Amazon, mais en Égypte. Donc, c'est aujourd'hui le leader du commerce en ligne. Mais à l'époque. Aussi du e-commerce. Ouais, aussi du e-commerce. Il fallait bien s'entraîner quand même avant de se lancer. Et en fait, à l'époque, quand je suis arrivé, une quinzaine. Je suis reparti, on était déjà 150. Enfin, ils étaient 150 puisque je n'étais que de passage. Et depuis, Jumia a été introduit en bourse au Nasdaq, donc première entreprise africaine à intégrer le Nasdaq de l'histoire de la bourse. Donc non, une success story délirante. Et en fait, d'être au contact, parce qu'en fait, mine de rien, c'était quand même une boîte qui embauchait beaucoup de locaux, puisqu'il y avait beaucoup d'opérations, de logistique, de services clients, etc. Et en fait, j'ai découvert l'Égypte au contact d'Égyptiens. Et je pense que c'est évidemment une des meilleures façons de voyager et de découvrir un pays. Et c'est la seule fois où j'ai réellement eu cette chance. Donc c'est pour ça que j'en garde un souvenir assez poignant. Parce que d'une part, les Égyptiens sont vraiment parmi les plus adorables que j'ai rencontrés entre mes différents voyages. Et puis aussi parce que l'Égypte, que ce soit dans le désert du Sinaï, à Alexandrie, dans la mer Rouge, offre des possibilités. Des monuments incroyables. C'est fascinant. À la fois l'histoire et puis les paysages qui sont très variés. Moi, j'adorerais y retourner. J'ai encore quelques contacts, on échange évidemment au fur et à mesure des actualités de chacun. Entre e-commerçants. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est sûr que ça m'a marqué et je pense que ça a participé aussi un peu de la culture qu'on a eu envie de développer derrière. Super. Merci pour ce partage. Tu es le premier à nous partager l'Égypte. Est-ce que tu aurais un livre, une ressource, un film, un documentaire, une expo peut-être à nous partager? Ouah, ça c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais te dire? En plus, en ce moment, évidemment, les expos et autres sont assez peu accessibles. Non, moi, il y a un livre, un film, une série. Ouais, il y a un film que j'ai vu là récemment, que j'ai redécouvert récemment de Bertolucci, qui s'appelle Les Innocents, avec Eva Green dans son premier rôle, probablement son premier rôle au cinéma. Et là, on est sur un film en fait qui retrace un trio amoureux, quasiment en huis clos dans un appartement pendant tout le film, où en fait ces trois jeunes, parce qu'ils sont jeunes encore, ils doivent avoir la vingtaine, sont dans leur bulle, mais un peu en mode tour d'ivoire, leur bulle un peu de richesse. Et en parallèle de ça, il y a les révolutions, mai 68, etc. Donc les rues sont très animées, et donc ça fait un peu écho évidemment aux manifestations qu'on a pu voir récemment. Et ils sont tous très idéalistes. Ah oui, il faudrait faire ça. Et puis moi, je partage les idées de machin, mais sans jamais aller dans la rue, sans jamais agir et franchir le pas. Et donc en fait, on suit un peu les errances de ces trois jeunes qui se disent révolutionnaires, mais sans rien faire finalement, jusqu'à la fin du film où ils vont enfin décider de sortir. Du coup, je vous dévoile pas tout, mais j'ai été assez marqué par ce film parce que il est quand même assez vieux et pourtant il y a beaucoup d'échos par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur c'est facile de parler,
fait, ça, c'est un peu un truc qui me gêne en ce moment, c'est que c'est très facile de parler, de donner son avis, son opinion, de se prétendre je sais pas quoi. Le plus bon, le plus samaritain. Ouais, voilà. Et alors que derrière, il n'y a aucune action et aucune profondeur. Et je pense que c'est une belle ode à l'action. Et en fait, la révolution, elle existe que s'il y a une action concrète derrière. Elle est jamais que théorique. Et donc, là, c'est le focus de ce film. Mais en fait, voilà, l'action au sens large. Nous, on en a beaucoup parlé pendant cette aventure, évidemment, mais c'est quelque chose qui devrait nous mouvoir, je pense, un peu plus, de pas trop être dans la discussion ou le parler. Enfin, puis en plus, avec les fake news, les élections américaines, alors n'en parlons pas. Là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est le pompon. Les complots, les trucs. Enfin, donc voilà, trop de discours parfois tuent un peu l'action. Donc c'est peut-être une interprétation un peu éloignée du film, mais en tout cas c'est celle que je me suis faite. Très bien, très intéressant. Est-ce que tu vis du coup entouré d'œuvres d'art à la fin de ces 2 heures là, on t'imagine avec plein de reproductions, d'affiches numérotées, d'œuvres qui ont servi les artistes à en gros te soudoyer. Exactement. Non, est-ce que tu es entouré de culture et d'art qui soient avec des œuvres signées, numérotées, ou en tout cas c'est important dans ton quotidien et dans ton environnement? Ouais, bien sûr. Alors Adrien en a plus que moi, mais j'en ai beaucoup aussi. Non, c'est sûr que très tôt on a commencé un peu à collectionner parce que la fibre du collectionneur, enfin c'est un truc que tu as assez vite, je pense. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a essayé de transmettre avec Balibar, de dire t'as pas besoin d'être d'une part riche et d'autre part très connaisseur pour collectionner. Faut simplement se laisser porter par ses envies et puis c'est ce qui nous plaît. Et c'est pas forcément non plus cher de collectionner. On peut trouver des choses. Donc c'est un peu la mission de Balibar aussi, soit dit en passant. Mais oui, c'est sûr que dans ma chambre, je dois avoir une 12aine d'œuvres au mur. J'en ai encore par terre que j'ai pas réussi à accrocher parce que j'ai plus de place. Et puis j'adore offrir des œuvres, j'adore qu'on m'en offre. Enfin pour le coup l'art c'est je trouve un super cadeau parce que ça révèle beaucoup de choses. Et typiquement à l'époque de Balibar, quand on faisait du B2C, on avait mis en place un filtre parce que c'est très dur de chercher de l'art sur un site. On avait mis en place un filtre par personnalité. Donc en fait, tu pouvais, pour offrir, si je voulais t'offrir une œuvre, Gaël, je dirais voilà, je cherche aventurier, audacieux, enfin tu vois, romantique, et je me retrouve avec une sélection d'œuvres par rapport au filtre de personnalité que j'ai sélectionné. Et ça, c'est un truc qui avait vraiment marché parce que un bon algo là, ouais. Ouais, filtrer en fonction du style ou tu vois, figuratif, abstrait, noir et blanc et tout. Enfin, tu sais pas si c'est ça que la personne va aimer. Alors qu'à l'inverse, on a essayé de faire intervenir la personnalité dans le choix. Le caractère, ouais. Ouais. Bien. Ok, et donc le Balibar aujourd'hui, pour peut-être refermer la parenthèse, ou en tout cas ne pas la laisser comme on l'a laissé tout à l'heure, donc fonctionne encore, et vous ne mettez pas trop de moyens ou d'énergie dessus, mais donc Balibar et Panoply fonctionnent avec la même équipe actuellement, et donc si des archis, des conducteurs de travaux, de prochains restaurateurs qui vont réussir à rebondir, souhaitent un petit peu de redécorer leur lieu, ils peuvent aller sur Balibar. Ouais, complètement. En fait, on a toujours la même entité juridique et on a 2 marques, Balibar et Panoply. Okay. Donc, elles continuent d'opérer. Après, j'espère le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, les efforts d'équipe sont concentrés sur Panoply parce que c'est le gros du business en ce moment. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette aventure. Bravo, parce que donc avec quand même peu
peu d'équipes. Vous êtes très très fort. Opérer autant de sites, autant de techno, autant de business, surtout en 2020, c'est chapeau. Tout le monde est en remote là en ce moment? Ouais, tout le monde est en remote. Ouais. On a un showroom qui est aussi un bureau à Saint-Ouen qui est accessible dans le cadre de shooting photo par exemple, ou quand on reçoit des produits aussi pour le showroom. Donc ça peut arriver que certaines personnes fassent des passages au bureau dans la semaine, mais on est en remote depuis le premier confinement et ça va, j'espère pas continuer trop longtemps. Évidemment. Dernière question, si tu avais un bouton no limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Aïe. Alors, tu as la lampe du génie d'Aladin là devant toi. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça actionne? Qu'est-ce que ça réalise tout de suite? Si je pouvais planter des millions d'arbres, ce serait pas mal, sans attendre que les clients signent des factures. Ce serait une belle victoire, ouais. C'est vrai que c'est marrant ça comme idée. Moi je me la pose très souvent cette question. Ouais, on s'imagine jamais que c'est possible en fait, donc inconsciemment je me l'étais pas. Tu vois, pourtant si on se refait toute l'histoire des 10 dernières années, il y a beaucoup de choses à mon avis que tu n'imaginais pas possibles et pourtant qui ont été réalisées. Et tu n'imagines même pas les 10 prochaines années. Ah ouais, non, je vais attendre qu'elle passe. Il va y avoir vraiment des millions d'arbres qui vont être plantés parce que là, tu vois, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs centaines de milliers. Ouais. Donc, des millions, c'est sûr que ça va être réalisable. J'espère. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on envoie donc tout le monde sur Panoply et effectivement Balibar? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'autres peut-être contenus qui sont importants à mentionner tout de suite? Alors nous évidemment panoply.co et puis si vous avez envie de soutenir les assos qu'on soutient en direct, c'est tout à fait possible. Green Ethiopia, je le rappelle. On bosse aussi avec des événements caritatifs, donc on participe à la création des t-shirts dans le cadre de ces événements. Cette année on a fait le The Event, qui est un événement organisé par un streamer français, Zerator. Et donc l'ensemble des dons étaient reversés cette année à Amnesty International et l'année dernière à l'Institut Pasteur. J'espère que les dons de l'année dernière ont servi pour cette année. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au moins une fois par an, d'accompagner des événements caritatifs en plus de notre contribution à One Person for the Planet. Donc n'oubliez jamais de donner tant que vous pouvez. Merci beaucoup. Je n'ai pas mieux pour conclure. Et si vous allez sur la boutique de Podcast Mania, nous aussi, on reverse à plusieurs associations et donc vous soutenez la générosité et puis l'impact et le sens qu'on déploie dans tous nos projets. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Gaël. C'était un vrai plaisir d'échanger et d'approfondir toute cette aventure. Je connaissais pas vraiment entièrement, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.